Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et toute la presse de ce matin fait la une, bien entendu, avec la photo qui a fait le tour du monde, celle de Donald Trump serrant la main aux dirigeants nord-coréens et le Yedioth Ahronot à une manière assez originale, il faut dire, ce matin, de saluer cet événement. Il titre « Tikva Leolam Tov Yoter », un espoir d'un monde meilleur en hébreu, en anglais et en coréen. C'est ce que donc a choisi le Yedioth Ahronot pour présenter ce sommet qui a eu lieu donc à Singapour, où le Israël Hayom nous apprend aussi que Donald Trump devrait se rendre en Corée du Nord et Kim Jong à Washington. En effet, le président américain et son homologue nord-coréen ayant tous deux accepté une invitation réciproque lors de ce sommet qui a eu lieu à Singapour. Les deux dirigeants ont accepté avec plaisir leur invitation réciproque, convaincus que cela constituera une nouvelle occasion importante pour une amélioration des relations entre les États-Unis et la Corée du Nord, explique ce matin donc le Israël Hayom. Et malgré son retentissement, le sommet a apporté peu de précisions sur le sujet central, à savoir la dénucléarisation de la Corée du Nord. C'est ce que précise ce matin le journal Haaretz. Kim s'est dit engagé en faveur de la dénucléarisation complète de la péninsule, mais il y a eu peu de détails qui ont été donnés par le dirigeant de la Corée du Nord. Cette formule adoptée par donc le dirigeant est loin de correspondre aux exigences avancées depuis longtemps par les États-Unis, pour lesquels les États-Unis donc demandent une dénucléarisation qui doit être vérifiable et irréversible. Le Yedioth Ahronot explique aussi ce matin que dans une série de tweets publiés dans la soirée, Donald Trump a une nouvelle fois salué le succès du sommet. Il a remercié M. Kim pour avoir fait un premier pas audacieux, a-t-il écrit, vers un avenir brillant pour son peuple. Dans l'un de ses messages, il a aussi souligné que la Corée du Nord avait suspendu ses activités nucléaires et balistiques. Le monde a fait un grand pas en arrière devant une potentielle catastrophe nucléaire, a écrit Donald Trump. C'est ce que nous rapporte ce matin le Maariv qui nous dit que dans un autre tweet, il a aussi exalté les possibilités de développement économique de la Corée du Nord en cas de dénucléarisation, un thème qu'il avait déjà abordé pendant sa conférence de presse qui s'est déroulée à Singapour. Il n'y a pas de limite à ce que la Corée du Nord peut réaliser si elle abandonne ses armes nucléaires et choisit le commerce et l'engagement avec le monde, a écrit Donald Trump, un tweet qui est repris ce matin par le quotidien Maariv. Et puis, après ce sommet, les éditorialistes des quotidiens israéliens essayent de savoir comment cet accord va influencer la situation dans la région. L'Iran est déçu et a peur, écrit ce matin Menaché Amir, un spécialiste de l'Iran dans le Israël Hayom. L'Iran est sous pression, titre aussi ce matin le Israël Hayom. Et une autre question que pose le Haaretz ce matin, après la Corée du Nord, Trump veut-il se consacrer au dossier proche-oriental? Et hier, on a appris que le conseiller principal de Donald Trump, Jared Kushner, et l'émissaire du président américain pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt, se rendront en Israël, en Égypte et en Arabie Saoudite la semaine prochaine pour essayer de tenter de relancer le processus de paix et résoudre la crise à Gaza. Un responsable a révélé que Kushner et Greenblatt souhaitaient s'entretenir de ces questions alors qu'ils sont sur le point de conclure la rédaction d'un plan de paix, ajoute ce matin le journal Haaretz. Ils attendent également le bon moment pour le publier. Le responsable américain a ajouté que le voyage pourrait inclure d'autres destinations, mais n'inclut pas de réunion avec des responsables palestiniens.
Et puis, les réactions à ce sommet sont nombreuses en Israël. Bien entendu, le Israël Hayom reprend les déclarations du Premier ministre, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre qui s'est félicité hier et a félicité plus particulièrement le président américain Donald Trump après sa rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et estime que la politique des États-Unis portait aussi ses fruits sur le nucléaire iranien. Je félicite le président Trump pour le sommet historique de Singapour qui constitue un pas important pour les efforts pour dénucléariser la péninsule coréenne, a confirmé Benjamin Netanyahou dans une brève intervention diffusée sur les réseaux sociaux. Et puis le Haaretz et Israël Hayom reviennent, eux, sur une députée du Parti travailliste qui a fait preuve d'honnêteté politique et qui a félicité le président Trump. Il s'agit de Shelly Yachimovitch qui a déclaré « Je félicite le président américain ». Elle a écrit dans un post sur Facebook, étant surprise elle-même par sa déclaration. Barack Obama a ajouté, Shelly Yachimovitch, que j'admire, a reçu le prix Nobel de la paix pour moins que cela, a donc ajouté la députée du Parti travailliste. Et puis le Yedioth Ahronot nous apprend aussi qu'Avi Gabay, qui est le président du camp sioniste, a lui déclaré que si ce qui s'est passé à Singapour entre les États-Unis et la Corée du Nord peut se passer aussi dans notre région, ce n'est pas logique de penser que cela n'est pas encore arrivé, a ajouté le dirigeant du Mahane sioniste. Voilà, c'est ainsi que la presse israélienne couvre donc cet événement historique de cette rencontre qui a eu lieu à Singapour entre Donald Trump et le dirigeant de la Corée du Nord. Et puis tous les quotidiens aussi de ce matin évoquent bien entendu l'évacuation hier de l'avant-poste de Netiv Avot. Hier, la police et l'armée ont pris part à l'évacuation de 15 maisons dans le Gush Etzion. Les habitants avaient annoncé qu'ils ne s'opposeront pas aux soldats de l'armée israélienne. Le début de l'évacuation, nous dit le Israël Hayom ce matin, s'est déroulé dans un calme relatif, mais vers la fin de la journée, les choses ont commencé à dégénérer. En effet, une douzaine de jeunes hommes venus de l'extérieur se sont barricadés dans l'une des maisons et ont refusé de l'évacuer. Le Maariv nous parle de 6 blessés, le Israël Hayom nous parle de 13 blessés chez les policiers, donc qui ont été touchés lors de ces affrontements avec ces jeunes adolescents qui s'étaient barricadés dans la dernière maison. 3 jeunes hommes ont été arrêtés, les autres ont été évacués de force. L'évacuation s'est poursuivie jusqu'à tard dans la soirée et dans les prochains jours, le ministère de la Défense commencera à démolir les maisons. Et puis le Shin Bet a fini par reconnaître que l'attaque de Shuvah Malka à Afula était un attentat terroriste. C'est le Yedioth Ahronot qui nous l'annonce ce matin. Je vous rappelle que lundi, Shuvah Malka avait été poignardé dans une rue de Afula dans le nord d'Israël. Le terroriste avait réussi à prendre la fuite. Peu après, la police avait arrêté un Palestinien âgé d'une vingtaine d'années, originaire de Jenin, qui était entré en Israël sans permis. Malka, qui a été grièvement blessé lors de cette attaque, a été transporté à l'hôpital Haïmek de Afula. Ce matin, elle est encore dans un état grave. Elle a été placée en soins intensifs après avoir suivi une intervention chirurgicale d'urgence. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le Yedioth Ahronot. On termine aussi avec le Yedioth Ahronot qui nous indique que c'est les policiers qui se sont rendus pour la 9e fois à la résidence du Premier ministre pour l'interroger. Et le Premier ministre nous explique que le Yedioth Ahronot s'était préparé à être interrogé dans l'affaire Bezek-Walla, mais c'est dans le dossier 4000 que les policiers ont entendu le Premier ministre. C'est en effet dans le cadre de l'affaire des sous-marins que Benjamin Netanyahou a donné un témoignage. Le Premier ministre a présenté son témoignage dans le dossier 3000, donc des sous-marins. Il a fourni tous les détails qui l'ont amené à prendre des décisions professionnelles à propos des sous-marins, tout en expliquant leur importance pour la sécurité de l'État, ont déclaré les services du Premier ministre. Benjamin Netanyahou se réjouit aussi de pouvoir mettre fin une fois pour toutes aux fausses affirmations propagées
par la presse et par les politiciens israéliens, a ajouté un porte-parole de Benjamin Netanyahou. Voilà, c'est la fin donc de cette revue de la presse et des médias israéliens. Un peu de musique et puis nous retrouverons Eliana pour les programmes de cette journée. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.